PSG vers un mercato d'hiver calme malgré les blessures. Luis Campos préfère jouer à la prudence. On ne va pas empiler les joueurs. Avec une autre interview où il a déclaré que à terme, l'envie du PSG serait de limiter ou en tout cas de ne plus faire ou moins faire des très gros transferts au vu du vivier possible de formation en Ile-de-France. Et si le PSG ne recrutait pas cet hiver, parmi les discussions qui ont animé la dernière trêve internationale, il a beaucoup été question au sein du club parisien de la planification des charges de travail et de l'organisation des prochains voyages à Doha, notamment dans le cadre de la finale de la Coupe intercontinentale. Finale de la Coupe intercontinentale. Le PSG se déplacera au Qatar le 17 décembre pour jouer sa première finale de Coupe intercontinentale, l'ancien format de la Coupe du Monde des clubs. Mais la nouvelle Coupe du Monde des clubs ne remplaçait pas l'ancienne, ou alors si, mais vu qu'elle a lieu tous les 4 ans, entre-temps, ils ont mis une finale de Coupe intercontinentale, mais on n'en peut plus. Pour le moment, le club égyptien du Pyramide FC est qualifié pour la Challenge Cup, l'équivalent d'une demi-finale. Son adversaire n'est pas encore déterminé car il faudra attendre la fin de la Copa Libertadores, qu'on pourra voir où ? Actuellement au stade des demi-finales avec le LDU Quito face à Palmeiras, donc c'est Palmeiras Flamengo, hein, maintenant on le sait. Le vainqueur du tournoi sud-américain affrontera ensuite Cruz Azul avant de défier le club africain. Et le tout, après, derrière, va affronter le PSG. En 2024, le Real Madrid a remporté la première réédition de la Coupe intercontinentale contre le... Oh, c'était ça, le Real Madrid Pachuca de l'an dernier. On note que la FIFA a aussi lancé en 2024 son mondial des clubs tous les 4 ans que Chelsea a remporté. Ok, bon. Très bien, très bien. Bah, chez twitch.tv, chez Twitch, Zach Nani, exactement. Après un été à 3 recrues, Renato Marine, Lucas Chevalier, donc 2 gardiens et un décès. Le PSG n'aurait pas changé son fusil d'épaule et la tendance à date ne serait pas une suractivité. Le conseiller sportif de QSI, donc Luis Campos, l'a formalisé lundi en marge d'une table ronde organisée à l'occasion des 50 ans du centre de formation. Ce n'est pas parce que l'on va beaucoup au supermarché que ça fait de nous de bons cuisiniers. Ah, c'est intéressant ce qu'il dit. Dans la lignée du discours tenu par Luis Enrique, le PSG est attentif à toutes les grandes opportunités, mais ne va pas empiler les joueurs et mettre en danger l'économie du club. Alors que la litanie de blessures depuis le début de saison a nécessairement amené une réflexion à certains postes ces dernières semaines, défenseur axial droit polyvalent, milieu ailier, donc ça fait quand même... voilà. La direction du club semble pour le moment vouloir rester fidèle à sa ligne de conduite. Elle considère disposer d'un groupe suffisamment armé dans sa quête d'une deuxième LDC, avec l'envie de laisser de la place aux jeunes du centre, sous réserve évidemment que l'effectif soit au complet. À ceux qui imaginaient que les blessures de Mendes, Hakimi et Dembélé dans la foulée de la défaite concédée face au Bayern, et en plus de celle de Doué, pouvait l'inciter à infléchir sa position, le club a rappelé qu'à l'exception de Hakimi, tout le monde serait revenu en début d'année. D'accord. C'est vrai que je comprends l'intérêt d'un groupe court. Il y a beaucoup de coachs qui ont parlé de ça. Tu vois, le fait d'avoir un groupe resserré, tu vois, avec moins de monde dedans. Après, c'est vrai que du coup, avec quelques blessures, ça se décharne facilement, mais en même temps, c'est difficile aussi d'avoir que des monstres partout en devant faire jouer beaucoup de gens, etc. Ça crée des problèmes souvent dans le vestiaire. Donc, je capte. La réflexion concernant le Marocain, dont l'absence était programmée, est sensiblement la même que cet été, lorsque le staff avait finalement fait le choix de miser sur les polyvalents Zahir Emery, Neves, Mayoulou et David Boly pour le suppléer en cas de besoin. Si tu prends un latéral droit, tu dois payer beaucoup d'argent pour un remplaçant qui va jouer 3 matchs et qui se sera démotivé parce qu'il ne sera pas meilleur que lui, avait expliqué Luis Enrique. Donc ça va un peu dans le sens de ce qu'on disait. C'est, tu vois, tu prends... Bon, après, est-ce qu'il n'y a pas... Ouais, j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas un jeune, mais en soi, bah, du coup, Zahir Emery compte comme un jeune, Seny Mayoulou, David Boly, ouais. Pour que le club se montre actif dans le sens des arrivées, il faut se référer aux grandes opportunités évoquées par Campos à la manière de Kvara, arraché à Naples pour 70 millions. À 6 mois de la Coupe du Monde, existe-t-elle sur le marché ? Le PSG n'en serait pas totalement convaincu. L'autre piste avancée concerne d'éventuels départs avec la nécessité de les remplacer. Safonov et Beraldo semblent être des candidats tout trouvés. Le PSG se dit paré à toute éventualité. David Boly, surveillez le ciel, on va pas acheter de latéraux, je pense, vu que ce que Campos a dit sur notre centre de formation. Ok, attends, on va aller se faire un petit PSG Transfer Market, tu vois, on va voir leur effectif. Mais globalement, de toute façon, l'effectif du PSG est quand même de très bonne qualité. Il a été très bien construit, ça c'est indéniable. On va le regarder par détaillé. C'est par position, en général, ils font. Attends, pas compact comme ça, on va le voir. Hop, je sais qu'il y a eu navigation, effectif, par position. Tiens, c'est intéressant. Tu étais où hier soir ? Désolé, j'ai bossé hier soir. Genre, j'ai été sur d'autres sujets. Vraiment, désolé Nexor, j'ai dodge hier soir. Vraiment, pardon. Lucas Chevalier, Safonov, Renato Marine, donc les gardiens. Et apparemment d'ailleurs, j'ai lu que Renato Marine, il était gros prospect. Ils avaient de gros espoirs sur lui. Genre, ils pensent que ça peut être l'un des meilleurs gardiens du monde. Lieu de naissance, Sao Paulo, nationalité Italie, 1m90. Donc ça, c'est intéressant. Après, Pacho, Zabarni, Marquinhos
Noam Camara que je connais moins, mais qui a joué un tout petit peu, si je dis pas de bêtises. Beraldo que je trouve personnellement un peu oubliable. Genre, je suis pas très fan du joueur, même s'il a une qualité de pied indéniable, je suis pas très fan du joueur. Mendes Hernandez, qui est encore là. Hakimi, et donc du coup après le bricolage dont on a parlé. Vitinha, Neves, Zaïre Emery, Ruiz, Mayulu, ça te fait quand même un entrejeu plutôt chargé. Avec Vitinha et Joao Neves, t'as du top. Fabien Ruiz, fort. Et après Zaïre Emery, qui est bien revenu. Mayulu qui peut jouer aussi en attaque, ou en tout cas plus haut. Kangin Lee. Et après, t'as ton attaque, Kvara, Bradley Barcola, Njantou, Désiré Doué, Ibrahim Baye, Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos. En vrai, je vois pas. Je comprends ce que Luis Enrique veut dire. Genre, c'est vrai que tu peux te dire, allez, une recrue pour aller derrière Hakimi. Tu peux peut-être te dire un milieu en plus. Tu peux te dire des choses, mais globalement, sur le principe de groupe en tension, et en reprenant ce que disait Luis Enrique sur cette phase-là, en gros, prendre du remplaçant qui ferait du nombre, mais qui pourrait se démotiver, créer des soucis, être frustré, ce que tu veux. Et au vu du fait que quand tu as fait jouer des jeunes, même dans des matchs comme par exemple contre le Barça, les Njantou, les Mbaye, etc., ils ont globalement montré satisfaction. Avec le fait que le PSG peut se payer le luxe en Ligue 1 d'être plus tranquille et de faire plus tourner, donc faire jouer aussi des jeunes. Ok. Je trouve ça... Je comprends le sens. Je comprends le sens, d'accord. Genre, je comprends le sens. Que le PSG veut plus trop mettre d'argent sur le marché des transferts alors qu'ils achètent des joueurs à 60 millions. Ouais, bien sûr, mais après, c'est ce qu'ils ont dit. En gros, c'est les grandes opportunités, à la manière d'un Kvara, tu vois. Donc en fait, ils donnent l'exemple de Kvara qui était une grande opportunité sur lequel, ok, tu caches 60-70 millions parce que tu récupères un monstre tout de suite, mais comparé à une époque où ils pouvaient mettre plusieurs dizaines de millions, des fois sur des joueurs qui avec moins de sens sportif, mais juste parce que tu te dis qu'il va peut-être apporter un truc et après derrière c'est un flop, tu vois. Genre qui se rappelle des 25 ou 30 millions sur Ressé. Tu vois, je pense que c'est ce type de transfert qu'ils veulent plus faire. C'est les 25, 30 millions là que le PSG faisait, qui étaient pas toujours bien sentis, pas toujours bien pensés. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Jacques, j'ai parlé du soi-disant bricolage. Il faut arrêter de dire ça, c'est faux. Surtout, ne pas comprendre l'idée, la vision du club et de Luis Enrique. Bah ouais, c'est ce qu'on a lu un peu dans l'article. Hein. Ils l'ont expliqué. Je comprends. En plus, il y a le mot bricolage, mais quand tu lis l'explication de Luis Enrique, tu captes, c'est pas vraiment ça. Mais quand on... Attends, juste... Parce qu'il y avait une époque où côté PSG, côté arrivé, tu avais... quelques arrivées avec des coups intéressants, d'autres qui ont moins marché. Mais du coup, oui, c'est ces opportunités un peu clin d'œilesques qui, au final, n'ont peut-être pas marché sportivement, qui arrivaient à coûter... Enfin, tu vois, qui voilà, pouvaient coûter un billet. Genre, c'est toujours intéressant à checker, tu vois. Après, c'est toujours plus facile de le dire après coup. Tu vois, c'est facile de venir après et dire ouais, bah, c'était une évidence que lui à 25 millions c'était pas bon, 30 millions c'était pas bon. Il y avait sans doute aussi à l'époque certaines idées. Disons juste que ces idées n'ont pas toujours. Putain. C'est vrai que bon, Paredes c'est pas le plus scandaleux parce qu'il aura vraiment pas été mauvais. Kerrer 37, ça c'était poussé par Tuchel à l'époque. On s'en rappelle. Tu vois, c'est ces mercatos un peu qui t'apportent de la largeur, de la profondeur dans l'effectif où tu penses que ça va résoudre certains de tes problèmes à l'époque, qui se rappelle le fameux problème du 6 au PSG, ou en tout cas du milieu, où tu prends Idrissa Gueye, Sarabia, Abdou Diallo. Pas des joueurs pourris, soit dit en passant, hein, mais... Tu vois, putain. Le bon vieux Danilo, Nuno Mendes, le prêt. Jorginho, bim bam boum. Mais c'est dingue quand même le changement de paradigme du PSG.
Et toute la construction qui en a résulté depuis 2-3 ans. Après, ça du temps passant, c'est vrai que tu vois, certains des coûts actuels sont arrivés à des prix qui correspondent à des prix qu'on voyait de 2016-2017. Disons juste qu'au final, ça a été des réussites sportives, des gens mieux sentis. Et après, globalement, hop, t'as eu tous les départs, les arrivées. Et vraiment, on se rend pas compte à quel point ce départ-là, enfin ces deux-là, bon, après un club qatari qui vient mettre 45 millions, un club qatari qui vient mettre 60 millions sur 2 joueurs que t'as besoin de dégager, de vendre, c'est pas vraiment, t'as capté, je vais pas tailler. Ça aide bien, on va pas se mentir, ça aide bien. Hein. Voilà quoi, t'es content. Par contre, au-delà de ça, d'accord, le Ney qui pour 90 bris, Al Hilal a mis le PSG magnifique. Genre qu'on se le dise. Genre qu'on se le dise. Al Hilal a mis le PSG en HDMI. Vraiment. Genre ça les a mis au max parce que tu t'es débarrassé d'un de tes plus gros salaires et en plus t'en as récupéré presque plus d'un tiers de l'investissement initial. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Et au final, c'est vrai que, attends, même Draxler à Al Ahly et Jorginho Wijnaldum à Al Ettifaq. Alors, en soi, c'était 2023 quand l'Arabie Saoudite avait commencé à mettre beaucoup d'argent. Mais c'est vrai que le PSG te récupère à cet été-là 90, 45, 15. Donc ça fait 150, 150, 159, presque 170 briques sur des joueurs qu'il ne voulait plus. Ah ouais, c'est... Encore une fois, je suis pas théoricien du complot en mode tout était... La seule chose que je dis, c'est que quand les clubs qataris viennent mettre 60 millions, ça aide bien, quoi. Sans doute qu'il y a de l'arrangement là-dedans. Peut-être moins pour les clubs saoudiens, évidemment. Mais ça a aidé. Ça a bien aidé. Et après, c'est vrai qu'à partir de là, t'as fait certains des investissements vraiment qui ont réussi à fonctionner bien, quoi. Donc, ton Dembous Ballon d'Or, ton Barcola, qui a énormément aidé. Hernandez qui a rendu des services dans sa première saison, quand même, c'est important de le dire. Kanginli, on en pense qu'on veut, mais bon joueur de rotation. Quelques échecs industriels, malheureusement. Bien recyclé avec Ougarté, donc ça va. Ramos, je te mets un zigouigoui parce que il a toujours son utilité, tu connais. Quelques échecs. Mais globalement, pour le reste, c'est pas inintéressant. Hein. C'est pas inintéressant, je jure, c'est pas inintéressant. Oh là 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 là. Tu sais que cette fenêtre d'arrivée là, elle est tellement mais 4 étoiles. Merci Lamy Lance pour le recep. Elle est tellement 4 étoiles. Genre vraiment, quand tu vois la qualité des joueurs qui en ressortent et leur perf sportive surtout. Bah Kvara, Neves, Doué, Pacho, enfin vraiment t'as 4 titulaires qui t'ont fait des différences absolument monstrueuses. Ok, intéressant. Non, c'est intéressant. Bah globalement, c'est juste le revirement sportif depuis Enrique qui a aidé. Ok, très bien. C'était intéressant cet article. C'était intéressant. Je pense que le PSG est vraiment candidat à sa propre succession en Ligue des Champions. Et moi, je suis persuadé que le PSG, je l'ai déjà dit, n'a pas encore commencé sa saison. Genre, il y a des blessures, il y a la phase de Ligue de LDC où ils vont passer, il n'y a pas trop de stress lié à ça. Ils sont en tête de Ligue 1. Mais voilà, le Bayern fait peur, mais les équipes... Enfin, c'est très rare que les équipes en forme de octobre-novembre soient celles qui remportent la Ligue des Champions en mai. Genre, je le dis, c'est très rare. Genre, je vous jure, quand vous regardez, même ces dernières années, les équipes qui gagnent la Ligue des Champions en mai, on commence en général leur montée en puissance vers février. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas... que je dis que le Bayern ne va pas la gagner. Mais genre, le PSG l'année dernière, Manchester City en 2023, quand ils pètent leur LDC, c'est à partir de février et le changement de Pep Guardiola avec le carré là, au milieu, etc. C'est à partir de ce moment-là qu'ils avaient commencé à lancer une grosse série. Et je suis sûr que quand on regarde dans toute...
au fur et à mesure des gagnants de Ligue des Champions, je pense que tu revois cette traîne souvent, des niveaux de forme qui commencent à monter passé janvier, tu vois ce que je veux dire? Genre, donc en fait, moi, tout ce qui se passe maintenant avant février, je dis pas qu'il y a rien à en retenir parce qu'une saison c'est long et c'est souvent là où des championnats vont se décider. Ouais, Chelsea, le changement de coach avec Tuchel qui arrive et après il gagne en 2021 et ainsi de suite. Je dis pas qu'il y a rien à retenir avant février parce qu'il y a des championnats, il y a des machins. Je dis juste que c'est toujours à pondérer et que les favoris, ou en tout cas les équipes en forme de novembre, sont souvent pas les équipes vainqueurs en fin de saison des plus grosses compétitions. Souvent gagnantes du championnat parce qu'elles auront engagé des points dans les moments importants. Mais là, on parle vraiment dans le cadre de la Ligue des Champions. Ouais, je parle de Ligue des Champions, on est d'accord. Je parle des compétitions continentales, effectivement. Après, ouais. C'est tout ce truc tu vois, t'as la meilleure, en gros, t'as une meilleure équipe qui va être la plus régulière sur, par exemple, 34-38 journées, et une équipe qui va être en forme sur les quelques semaines où ça demande de l'être. Tu vois, est-ce que l'équipe qui gagne la Ligue des Champions est toujours la meilleure équipe du monde, ou alors est-ce que tu pondères ça sur la période de temps? Tu vois, par exemple, l'année dernière, le PSG est indéniablement, je trouve, la meilleure équipe du monde sur les 3-4 derniers mois. Je vois personne qui les tape. Mais sur toute la saison de l'année dernière, je pense que ce titre peut être accordé à plusieurs équipes. Et je pense même que globalement, il y a souvent des saisons où il y a plusieurs équipes qui ont ce titre de éventuelle meilleure équipe du monde ou parmi les plus en forme. Bref, utilise ce que tu veux, tu vois. La LDC est une compétition de temps fort, de moments, à mon sens. T'as raison. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, franchement, frère, je suis d'accord avec toi. La Ligue des Champions est une compétition de temps fort, est une compétition de momentum, est de plein de trucs. Ouais, je suis OK avec toi. Ça dépend, la meilleure équipe est celle qui fournit le meilleur jeu ou celle qui s'adapte à tout et arrive à gagner à la fin? Je te dirais celle qui est la plus dominante et avec le plus de maîtrise, mais après la maîtrise est toute en gros, par exemple, je vais le dire, et j'aime beaucoup le Real Madrid, mais il y a des années où le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, mais où c'est pas la meilleure équipe du monde indéniablement. Genre le Real Madrid a pris des LDC où tu pouvais mettre à leur niveau d'autres équipes sans que ce soit scandaleux, tu vois. Parce que c'était juste des bonnes Ligues des Champions, genre rien à dire, mais où ça tenait tellement à ce genre de moment, à ce genre de... Tu vois, il y a des LDC... En fait, il y a LDC... Il y a des LDC, pardon, où il y a un gagnant qui est vraiment largement au-dessus du lot et il n'y a rien à dire. Et donc, du coup, bah, tu peux vraiment... Par exemple, regarde, la LDC de City en 2023, on peut à peu près tous se regarder dans les yeux et se dire que cette année-là, même si c'est à partir de janvier qu'ils ont commencé à monter en forme, genre City est la meilleure année de cette année-là, enfin, les meilleures équipes de cette année-là, le PSG de l'année dernière aussi, on est tout à fait d'accord. Mais il y a des années où il y a des gagnants... Vas-y, tu peux citer 2-3 équipes qui sont à peu près dans le même pool. Genre, je dis à peu près dans le même pool, tu vois. Il y a des équipes où il y a une au-dessus de tout le monde, des années où il y a une au-dessus de tout le monde, et il y a des années où c'est moins évident, tu vois, où genre c'est... Vas-y, ça a tenu à pas grand-chose, tu vois, ça a tenu à pas grand-chose, tu vois. Genre vraiment, pas d'accord pour le PSG, je le respecte. Moi, je trouve vraiment que le PSG était la meilleure équipe l'année dernière, tu vois. Genre, dans le jeu, dans la proposition, etc., c'était la meilleure équipe l'année dernière, je trouve. Mais genre vraiment, genre arrivé en mai, il n'y en avait aucune qui produisait un PSG, enfin un football aussi complet que celui du PSG, même si le Barça était fort, hein, soit dit en passant. Ah. Ah. Le match face à Liverpool, la pièce tombe d'un côté ou de l'autre. Ouais, mais après, tu vois, genre, ça fait partie du truc. Genre, un match ou alors une confrontation où c'est serré n'infirme pas forcément ça. Genre, c'est vrai que le match face à Liverpool tient par exemple à pas grand-chose. C'est un bon exemple, t'as raison. Mais globalement, je trouve que c'est plus nuancé que ça dans le sens où...
Même, soit dit en passant, t'as le sauvetage face à Aston Villa, tu vois, t'as toujours ce genre de choses. Mais ouais, pour moi, ça enlève pas ça. Tu captes ce que je veux dire? Surtout qu'il y a aussi eu le match aller, tu vois. Mais ouais, je comprends. Je comprends. Tu vois, c'est comme par exemple City qui gagne la finale contre l'Inter que 1-0 en 2023 et qui en plus se fait peur par moment, ça tient au raté de Lukaku, tu vois, machin nana, mais est-ce que du coup ça fait que City était pas si dominant que ça? Bah en réalité, je trouve quand même que si, c'est pas... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et la LDC du Bayern. Ah, frère, je trouve vraiment que le Bayern en 2020 était la meilleure, vraiment la meilleure équipe. Hein. Mais de loin en plus.